bienvenue dans le point lecture de mars. Il y a ceci et un autre dont vous verrez la vignette. Je vous expliquerai pourquoi. Je tourne à l'arrache parce que je viens de finir le dernier, donc celui dont vous verrez la vignette, il y a 10 minutes dans le bus. Je tourne à l'arrache parce que nous sommes mardi 28. 28. Il y a mon calendrier Star Wars. Et que, en raison de la grève et du peu de bus, enfin il y a des bus, mais les miens étaient un peu bondés, le métro était surbondé, donc c'était un peu compliqué de rentrer dans une rame. Donc j'ai mis 2 fois plus de temps, voire 3 fois plus de temps pour revenir à la maison. Donc je fais ça à l'arrache. Des aimables voisins font du bruit sur leur balcon avec une scie sauteuse, je suppose. Ne vous inquiétez pas si vous avez Sirène et la marathonienne qui se mettent en route, parce que c'est à peu près l'heure de fin de bouffe ou de bouffe, et donc elles vont se réveiller. Voilà, donc on va commencer tout de suite par le point donc lecture du mois de mars. Alors, juste parce qu'on me l'a demandé, on m'a dit, mais d'une personne qui écoute aussi mes podcasts, merci à toi, et qui m'a dit, mais c'est marrant parce qu'en fait, tu développes beaucoup des fois plus longtemps dans tes podcasts que là. Alors déjà, moi je trouve que c'est très long là, donc ça doit être horriblement long dans le podcast. Et donc je lui dis, bah en fait, je vais essayer de faire haché. Genre j'ai fini un livre ou deux, je tourne la vidéo rapidement comme ça, sans préparatif, enfin je veux dire je vais pas forcément mettre la lumière, d'ailleurs ce sera peut-être pas forcément le même cadre derrière, où je peux, et comme ça j'assemblerai. Bon, je dois avouer que j'ai essayé, c'est pire que quand je mets le truc, la caméra là, et que je me pose pendant une demi-heure, 3/4 d'heure ou 1 heure. Voilà, c'est pire. Pour moi, en plus, il faut que je télécharge des machins sur mon vieux machin truc. Voilà, il met 3 plombs pour prendre 2 vidéos, il faut les assembler, c'est l'horreur. Donc je me suis dit que le mieux, ça serait de continuer comme ça. Alors je vous invite, si ça vous intéresse, à aller écouter les podcasts que je fais. Donc au début du mois d'après, je fais le point lecture du mois N-1, et donc je fais la pile à lire du mois qui commence. Voilà, alors si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, j'ai pas l'impression d'en dire plus. Alors celles qui écoutent mes podcasts et qui se tapent 2 fois le point lecture, courage à vous. Dites-moi dans les commentaires si effectivement il y a des détails sûrement que je donne et que j'ai pas donné là. Voilà, donc on commence après 3 minutes minimum d'introduction qui ne servent absolument à rien, Lisa. On commence donc par le premier livre que j'ai lu au mois donc de mars. Oui, oh bah là, oui. Alors, on en est au Papillon Rouge de Sam Island. Donc, c'est le tome 4 de la saga de l'inspecteur Pekala. Donc, nous sommes toujours en URSS. Nous sommes toujours avec le charmant finlandais Pekala, qui est donc devenu entre-temps l'enquêteur ennemi préféré de Joseph Staline, qui l'a envoyé plusieurs fois sur des enquêtes dans les éditions précédentes. On sait que en fait il est surnommé l'œil d'émeraude. Pourquoi ? Parce qu'il était l'inspecteur star, le fantôme star inspecteur du tsar Nicolas II, qui s'est tapé du goulag justement à cause de ça, mais qu'il est revenu entre guillemets en grâce. Tout est relatif, hein, il a un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête, le gars, mais auprès de Joseph Staline. Donc là, quand ça commence, c'est quelques semaines, mois, après l'invasion des Allemands, donc de l'URSS, donc lors de l'opération Barbarossa, 1941, je rappelle, juin 41. Et donc, il y a un avion allemand qui s'écrase derrière les lignes russes qui sont en train de se faire, mais littéralement défoncer. Et dans la carlingue, les deux, qui d'ailleurs préfèrent se donner la mort plutôt que d'être pris par les rouges, on trouve un tableau. Un tableau où il y a un papillon. Alors il n'y a pas sa ligne dessus, hein, c'est le papillon. Voilà. Et ce papillon, les Russes se disent, enfin, c'est quand même bizarre, un tableau qui vaut rien, en gros.
deux Allemands dans un truc, dont un SS qui le couvait comme le lait sur le feu. Voilà. Alors Staline, qui est du nez, demande à son enquêteur, donc Pécala, d'aller se rencarder quand même un minimum. Et donc ils s'aperçoivent que dans ce tableau, en vérité, se cache dans le papillon un plan qui n'est autre que le palais Catherine à Leningrad. Donc Starskoye Selo, en vérité, si je le prononce à la russe, je vais en perdre 12, qui est en fait le palais impérial, et que Pécala connaissait bien, puisqu'il allait très régulièrement rencontrer le tsar dans son bureau qui est tapissé de panneaux d'ambre. Voilà, monnaie is money, c'est hors de prix et c'est un trésor national russe. Alors on sait que les Allemands, dans leur avancée des territoires occupés, pris d'assaut, etc., récupéraient tous les bulletins, tableaux, œuvres d'art, machin. Et donc ils décident, enfin ils se doutent que le but de ce plan, c'est d'aller récupérer les tableaux d'ambre, de les rapatrier en Allemagne, puisqu'ils sont en train de monter un musée national, avec tout ce qu'ils ont pris. Et donc Staline demande juste à Pécala d'y aller, etc. Donc le major Kirov, qui est son bras droit depuis pratiquement le premier tome, et lui, bon, ça chemine. Alors on suit aussi parallèlement un simple soldat russe qui s'appelle Stefanov, qui se retrouve pas loin de cette zone-là, notamment d'où l'avion est tombé et après un peu plus loin, et donc il va accompagner Pécala dans une partie de l'enquête, sachant que lui va être coupé de sa ligne arrière et notamment de toutes les informations que Kirov peut lui donner, et il va se retrouver sur les traces de ces tableaux. Voilà. Alors c'est toujours... comment dire, il mêle toujours l'histoire à une enquête. Alors c'est pas une enquête dans le sens, c'est pas Sherlock Holmes, c'est pas la meilleure enquête que vous trouverez du monde, etc. Mais elle a toujours une surprise, un twist. Il vous mène sur un chemin, puis paf, il vous met à 90 degrés, voire 180, que vous retombiez sur vos pieds, mais pas équilibrés, les papates. Et c'est vrai qu'il a dressé avec Pécala, Kirov, toute une galerie de portraits où il ajoute d'autres portraits. Alors là, on est au milieu de la cryptographie, au milieu des faussaires, au milieu de tout ce qui est espionnage et contre-espionnage, que ce soit côté soviétique ou allemand. Et aussi par l'histoire, en fait, puisque on découvre, enfin, pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'histoire de ces vrais panneaux d'ambre. Donc il mêle la légende de ces panneaux d'ambre qui ont disparu à un moment donné dans une certaine... je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Parce qu'il l'explique plus ou moins, et puis il y a eu un développement à la fin où effectivement il explique le mystère de ces tableaux d'ambre, donc ça serait bête de vous expliquer, mais voilà. Et il mêle toujours ça. Et au milieu des faux personnages, de la fausse enquête, il y a des vrais. Voilà, vous avez Staline dans son bureau, vous avez la loupe Bianca, les cellules, pas du tout envie d'y aller, dans les deux endroits d'ailleurs, hein. Voilà. On est bien d'accord. Il y a toujours ce genre de choses. Il y a, par exemple, à un moment donné, il y a des personnages du côté allemand qui sont vrais, qui faisaient véritablement ça, mais qui se retrouvent mêlés dans une enquête où même moi, je gueule pas. Voilà. Parce que c'est tellement bien fait, puis on sait que c'est une fiction, on sait que c'est un roman fictionnel, il n'a jamais prétendu avoir fait un roman historique pur. Voilà, donc c'est vraiment très agréable. Je pense depuis le début, donc j'en suis au 4, pour moi c'est le meilleur des 4, pour l'instant. Voilà. Donc il m'en reste 2. 2 que je vais sûrement lire cet été, parce que je suis en train de me faire mon programme de l'été. Vous savez que perso je lis pareil toute l'année, donc ça me pose pas de problème, sachant que généralement en septembre il y a toujours des rentrées littéraires, il y a toujours des livres que je voudrais lire. Il y a toujours, je trouverai toujours 5 ou 6 merdes à lire, on est bien d'accord. Enfin merde, tout est relatif. Et donc je me suis dit au mois d'août, tranquille, qu'est-ce que tu pourrais faire? Et j'ai envie de finir les sagas, enfin de continuer de finir les sagas historiques que j'ai en cours. Donc sûrement Harald Gilbert, je vais me taper les 3 derniers, je crois, puisque j'en suis au 2, donc je vais faire 3, 4, 5. Je ferai pas, voilà. Celui-là, je vais essayer de trouver les 2 derniers, sachant qu'il y a le dernier, il est hors de prix. C'est limite s'il ne vaut pas 2 livres neufs.
Voilà. Et on verra si je prends un Frank Tallis pour les Max Lieberman ou si je laisse tomber, que je mets que ça. Voilà. Donc, très bonne lecture, vraiment. Voilà. Il est content, Lisa, d'avoir rencontré tout le monde. Hein. J'aime bien ce garçon. Alors, ceci, le prochain, c'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Virginie de la chaîne Total et Brune. Je vous mets les refs ici, pourvu que je n'oublie pas. Virginie, si j'ai oublié, tu me claques et tu me dis, comme ça je rectifie. Je pense pas oublier. Ouais. On a lu en lecture commune et on s'est bien marré. Aquitania, donc de Eva Garcia Sáenz de Autori. Chez Fleuve Édition, pardon, j'avais oublié, les Pécalas, c'est chez Anne Carrière. Alors, je vais dire tout de suite, hein, surtout, ne prenez pas ce livre comme une biographie d'Aliénor d'Aquitaine. On est bien d'accord, c'est Aliénor. Hein. Surtout, si vous vous aventurez dans ce livre-là, sachez que qu'elle a pris l'auteur pas mal de liberté. Alors, pas avec forcément les personnages, leurs noms, ce qu'ils ont fait, etc., mais avec l'histoire. Elle a enrobé, voilà, elle a pris l'histoire telle qu'elle s'est déroulée et elle a greffé les éléments qui lui convenaient pour faire son histoire. Donc, ne partez pas bille en tête que c'est une biographie. Parce que après lecture, je suis allée voir certains avis qui sont toujours très dithyrambiques. Hein, voilà. Et c'était la bio magnifique d'Aliénor d'Aquitaine. Mais qu'est-ce que j'ai appris de choses dans cette bio? Voilà. Alors, si ce qu'ils ont retenu, c'est que Aliénor, le jour de ses noces, le Louis VI est mort, empoisonné, enfin d'une façon certaine que... Sugère et le tonton d'Aliénor et ça. Oh, hop, hop, calmez-vous, respirez 2 minutes. Voilà. Mais, comme je sentais je suis quand même allée voir, parce que j'ai vu qu'elle avait une bibliographie, donc je suis allée voir la bibliographie, donc j'ai été ravie parce que, enfin moi, à titre très égoïste, parce que tous les livres en français, je les avais lus. Donc je me suis dit, bon, ok, elle s'est renseignée, elle sait les trucs. Mais à la fin des remerciements, comme d'habitude, hein, au fin fond des remerciements que très peu de gens lisent véritablement, sauf les pauvres auteurs et certains maboules histoires, ou des gens qui aiment lire tout le bouquin jusqu'à écrit, imprimé à. Elle dit qu'elle a pris des très grandes libertés avec l'histoire. Voilà, donc de ce principe-là, je l'ai dit à Virginie, d'entrée de jeu, je lui ai dit, je ne vais pas auto-ventiler, parce que je sais qu'elle a pris des grandes libertés avec l'histoire, simplement, voilà, je sais que ça va me poser des problèmes quelquefois, donc il va falloir que je... Voilà, donc je n'ai pas auto-ventilé, j'ai levé souvent les yeux au ciel, mais je me suis dit, allez, vas-y. Alors, le style est bon. Faut que je commence par là, parce que, le style est agréable à lire, hein, c'est pas... alors... Selon l'expression de Virginie, ce n'est pas fifou. Ça, je suis d'accord. Bon, fifou. Voilà, même le livre n'est pas fifou. Hein, voilà, il n'y a rien de transcendant. Ça se lit, hein, ça se lit. Bon, c'est des aventures. Alors, on est avec Aliénor, qui a 13 ans, qui vient, en fait, d'apprendre la mort de son père. Père qui aurait été assassiné, enfin, qui est mort à Compostelle, et qui aurait... selon ces informations, etc., était, entre guillemets, assassiné sous l'ordre de Louis VI, donc le roi de France. Louis le Gros, enfin, il s'appelait pas le Gros à la base, mais on va pas faire le cours d'histoire là maintenant. Et donc, dans on va dire, ce testament qui est fait à la va-vite, etc., machin, bon, bref, je vous passe les détails, voilà. Aliénor doit se marier avec Louis VII, donc le dauphin, pour assurer en fait une alliance entre le duché d'Aquitaine, qui était un des plus gros, on va dire, ennemis du roi de France, sachant que le roi de France avait une lande de terre au fond en haut, là, voilà, que l'Aquitaine allait s'étendre du nord de Poitiers jusqu'en bas à droite et sur les côtés. Voilà, non mais vous voyez vous voyez la Nouvelle-Aquitaine actuellement? Bah, en gros, c'était le duché d'Aquitaine, à 2 frontières près, hein, commencez pas à gueuler. Voilà, que le duc d'Aquitaine était affilié à la maison des comtes de Toulouse,
puisque la grand-mère de Aliénor était la comtesse de Toulouse. Voilà, ça c'est fait. Que le duché de Normandie était pas français, que les comtes de Champagne, ce n'était pas français non plus, et qui se faisait la guéguerre avec le roi de France. Donc le roi de France avait rien. Donc avoir un allié comme l'Aquitaine, c'est quand même... voilà. Simplement, nous on retrouve donc notre Aliénor qui a 13 ans et son futur mari, qui est pas plus âgé, pauvre gars. Alors elle vient du... Bon, comme tout le monde sait, Aliénor, c'est la cour des troubadours. Son grand-père était un célèbre troubadour, en plus d'être le duc d'Aquitaine. Elle est entourée de culture, de danse, de jongleurs, de ménestrels, de troubadours, de fêtes, de fastes. Enfin, ils vivent pas dans une cellule monastique. Hein. Les châteaux ont des tentures, des soieries, etc. Et Aliénor, là, l'auteur nous dit que en fait, elle a une liaison incestueuse, c'est comme ça que ça marche, hein, avec son oncle, donc Raymond de Poitiers. Alors historiquement, je mets un truc de côté, oui, mais il n'y a aucune preuve formelle. Hein. Les historiens gueulent encore. Alors il y a des... Visiblement, elle était très très proche de son tonton, qui avait 10 ans de plus qu'elle. Qui va devenir le prince d'Antioche d'ailleurs, et qu'elle va rejoindre avec son mari Louis lors d'une croisade, je crois que c'est la deuxième croisade, et où elle va s'opposer d'ailleurs à son mari, d'ailleurs ça va causer plus ou moins leur au revoir, séparation à terme, parce qu'elle va prendre le parti de son oncle, mais le parti du sang, on va dire. Hein, voilà. Alors après, les rumeurs d'infidélité, de relations entre les deux, etc. Là, c'est clairement exposé. C'est-à-dire que dans l'eau de la Garonne... et puis alors, elle a la cuisse légère, la petite. Voilà. Donc, non mais c'est l'auteur hein, qui le dit. Voilà. Alors évidemment, Aliénor, on le sait, était belle, puissante, intelligente, fine, dans tous les sens. Cerveau comme... voilà. Elle avait tous les hommes à ses pieds, entre guillemets, parce que, elle était la future duchesse d'Aquitaine. Enfin, en gros, en tous les cas, elle allait devenir la future duchesse d'Aquitaine. Mais si elle ne l'était pas devenue, elle était quand même la fille du duc, donc avec une dot conséquente. Et elle avait aussi tous les hommages dus à son rang. Voilà. Et donc elle va arriver à la cour de France. Alors à la cour de France, je vous explique, une cellule monacale. Le palais est humide, il n'y a rien, c'est limite un groupe-gorge, cette merde. Il fait froid, il y a un feu sur deux dans les chambres, alors que là-bas, c'est Club Med en Aquitaine. Et en plus, elle se retrouve face à un Louis qui n'était pas du tout destiné à régner, hein, je rappelle. Puisque c'était son frère Philippe hein, qui devait être le roi de France. Lui, il se destinait en vérité à devenir prêtre. Enfin, en vérité, curé, voire évêque. Hein, on est bien d'accord que... Voilà, on est bien d'accord que le fils du roi de France n'allait pas devenir un simple curton au fin fond du Larzac. Hein, mais voilà, il voulait être dans les ordres. Ce qui était, vous savez, voilà, ce qui était plus ou moins la lignée, malheureusement, selon vous naissiez, vous étiez un peu dans la merde. Vous avez pas le choix. Il y en a qui étaient militaires, d'autres curés, d'autres qui avaient le chef. Hein, voilà. Donc, mais son frère est mort bêtement, le dauphin, enfin le premier dauphin, Philippe. Oui, c'est bête parce qu'à la chasse, il y a un cochon qui est passé. Elle est tombée de cheval et quick. Pas de bol. Donc ce pauvre Louis arrive à être dauphin. C'est pas du tout sa came. On le marie avec une fille qui est... alors l'auteur nous dit qu'elle est très olé olé puisqu'elle a wouh, voilà. Et qu'en plus il lui est arrivé quelque chose alors d'assez horrible puisqu'elle aurait été violée à l'âge de 8 ans sous un pont de la Garonne, machin, etc. Et ce qui là m'a fait lever les yeux au ciel à la fin. Je dois avouer que le truc d'accuser un personnage très éminent du royaume de France, de savoir, d'avoir vu, etc., et d'avoir plus ou moins cautionné, je suis à la limite de l'étranglement, quoi. Voilà. Mais, et donc, il va se retrouver là,
et elle va agir pour se venger. Parce que sa vengeance à elle, c'est d'épouser ce Louis, qui va être Louis VII très rapidement, pour se venger parce qu'elle pense que c'est son père qui l'a fait tuer son propre poulet. Et donc elle va se venger. Son truc, c'est de se venger. Le problème, c'est qu'elle tombe sur un mec qui est pas méchant avec elle, qui est plutôt assez sympathique, qui lui aussi a des gros griefs contre maman et Papounet. Sa mère qui est Adélaïde de Savoie et qui règne en maîtresse, voilà, en régente absolue, avec sujet à ses côtés, qui est pas tout à fait bien net, celui-là, il a jamais été honnête. Bon, bref, voilà. Alors, elle dresse un roman qui est pas difficile à lire, qui est plutôt, voilà, mais il y a rien dedans. Enfin, si, oui, alors Aliénor pleure son père, Aliénor est amoureuse de son oncle, Aliénor va se marier avec Louis, Aliénor devient tout de suite reine parce qu'en fait son beau-père il meurt le soir de ses noces, ce qui est faux historiquement, mais passons, elle a pris des libertés. Aliénor s'adapte mal à la cour de France, Aliénor aime un peu son mari, qu'il aime bien un peu, voilà, ils essayent de faire des enfants, ça marche pas, mais bon bref, il sait pas comment s'y prendre, elle essaye, mais il lui capte rien, ou dans ces eaux-là, voilà. Et puis, oh là là, il se passe quelque chose d'horrible, donc on va demander au roi de France de partir en croisade pour expier, vous savez, le truc, blabla. Elle trouve un moyen, elle se dit, c'est une bonne idée, je vais pouvoir savoir et me venger des personnes qui ont tué mon père, etc. Elle va arriver en croisade, elle est blamos, donc tout ça se passe entre les 17 et les 16 ans, les 13 ans et les 18 ans d'Aliénor, donc en gros, là, voilà. Mais il n'y a rien. Je sais pas, vous prenez la BD qui est sortie sur Aliénor d'Aquitaine, il y avait 2 ou 3 tomes de 30 pages, donc en gros 70 pages, et avec des dessins, voilà, vous apprenez plus que de là-dedans. Enfin, voilà. Alors après, je vous l'ai dit dès le début, c'est pas mal écrit, c'est pas fifou, on est bien d'accord avec Virginie, mais c'est bien écrit, c'est écrit moderne, voilà, ne trouvez pas, il n'y a pas le art du troubard là, hein. N'allez pas croire qu'il y a des troubadours qui vont déclamer des trucs, hein. Hop, 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 non, c'est du moderne, voilà, c'est du normal. Voilà, c'est tellement prévisible. Alors, ça m'a fait plaisir aussi parce que Virginie qui le dit, elle-même qui me l'a dit, je connais pas plus que ça, d'André de Jeu, elle me dit, mais il n'y a rien de... Ouais, voilà, ça se lit, mais c'est pas... Voilà, ben oui, non, c'est pas... Voilà, alors pour moi, c'est pas... Alors, ça n'a pas une déception, parce que j'attendais rien, je savais que c'était pas une bio, hein. Voilà, mais je comprends pas ni la hype, ni les propos dithyrambiques, sauf si... Et gueulez pas, ouais, parce que alors, à chaque fois, il y en a toujours un qui me dit, oui, mais tu... Non, mais sauf si, et je rappelle que les points lecture sont mes avis perso, hein. On est bien d'accord, c'est pas votre avis, c'est pas, je vous oblige pas à croire ce que je dis, c'est mes avis à moi. Je le dis à chaque fois, depuis le début que j'ai monté cette chaîne-là et que j'ai fait des podcasts bien avant, et même sur le blog quand je faisais des chroniques encore sur mon blog, j'ai repris les chroniques écrites, je le dis, ce sont mes avis, ce n'engage que moi, donc voilà, après je vous invite à aller faire votre avis, si vous ne voulez pas le lire, que vous me dites non, ça me dit rien, voilà, mais ok, mais si vous vous dites ouais mais tu es chiante avec Aliénor, tu connais bien, bah oui je connais bien, pas ma faute non plus, je recommence, voilà. Donc je me suis pas ennuyée, mais vendu comme un roman historique captivant. Alors captivant pas du tout, historique, ouais, il faut juste, alors si vous connaissez pas, vous pouvez lire, si vous voulez lire, passer un bon moment, machin, etc. Mais pitié, allez lire quelque chose sur la vraie Aliénor, voilà. Allez vous renseigner derrière, c'est ce que j'essaye de prêcher, les gens ils comprennent pas quand je leur dis ouais mais il y a des erreurs, des invraisemblances, c'est que ce que j'aime, je sais qu'il y a des gens qui lisent que par plaisir, et je le sais, et c'est très bien pour comme ça, mais ce que je voudrais, c'est que après vous ayez juste la curiosité d'aller, je m'en fous, même sur Wikipédia, si vous voulez, ou sur Universalis, ou sur la bio de n'importe quel dictionnaire en ligne, et que vous alliez lire la bio courte, ou le moment court, voilà. Et juste pour vous dire, ah merde, ouais, putain, elle a dit ça, ouais, ça c'est faux. Ah, ben ça, oui, d'accord. Parce qu'il y a des gens, comme je disais, il y a des historiens qui, depuis des années et des siècles, travaillent sur Aliénor d'Aquitaine. S'ils se disputent entre eux depuis 300 ans, 1000 ans, que dis-je, presque 1000 ans.
C'est pas pour rien, on est bien d'accord. Voilà. Donc, en plus, c'est une femme passionnante, je rappelle. Donc, qui est la grand-mère, qui a été la grand-mère pratiquement de toute l'Europe, hein, de tous les derrière, et qui a eu 2 maris, dont 2 rois. Un en France, un en Angleterre. Dont le deuxième était quand même de 10 ans son cadet, et qui était la maman de Richard Cœur de Lion et de Jean Santerre. Enfin, bah, ça, celui-là, on va peut-être oublier. Mais en tous les cas, elle a éséminé sur toute l'Europe. Voilà, donc, si ça vous intéresse, Aquitania. Sinon, si vous êtes comme moi, Virginie, bon, fifou, n'allez pas. C'est méchant, hein, parce qu'elle a gagné un prix, etc. Mais moi, il y a des fois, je ne comprends pas trop bien. Voilà. Autre livre, et ça, je remercie la gentille demoiselle qui me l'a pointé sur Instagram. Parce qu'il y en a qui connaissent ma taritude. Ça n'existe pas, mais il y a une petite fille qui m'a dit la fois, c'est la taritude. J'ai dit, ah, c'est ça. C'est le fait d'être taré. Voilà. Fréquentez les gosses des autres, vous allez voir. Donc, en fait, elle connaît mes addictions à Caravage et à la Seconde Guerre mondiale, donc elle m'a dit tu devrais le lire. Donc ça s'appelle Mortal Caravage, donc de René Bonneau, c'est chez Nouveau Monde Édition. Alors là, on est dans Berlin, en plein milieu de la guerre, avec Mathias et sa fille, Judith, qui, lui, il est galériste. Et donc, ils sont juifs, mais alors du fait de certaines connaissances et du fait qu'il a fait un peu profil bas, etc., enfin je vous laisse découvrir pourquoi, il n'est pas encore tout à fait bien attaqué, simplement on sait très bien que certaines personnes récupèrent les biens des juifs, notamment les tableaux, notamment des volants qui arrivaient comme ça, une escouade volante qui arrivait pour récupérer ce qui les intéressait dans les galeries, chez les gens, etc. Notamment pour soit le musée qu'ils étaient en train de monter, soit personnellement pour des dignitaires du régime, dont notamment notre grand ami Hermann Göring, qui lui était un maboule d'art et qui était tout simplement en train de se monter une collection privée à Carine Hall, qui était donc sa résidence, et donc privée, hein, voilà, et donc au milieu de 40 000 hectares, je crois, un truc autre, 3 merdes, mais une réserve de naturelle, hein, il y avait, mais il s'est fait un petit manoir avec 3-4 tables. Pile lourd. Bon bref, pas lui, hein, mais c'est Sbire. Et donc là, on se retrouve dans cette galerie avec ce papa et cette maman, ce papa et cette jeune fille dont la maman est décédée. Et ils ont un tableau, en fait un tableau qui serait une esquisse de ce tableau-là, donc de Judith décapitant Holofrène, qui est donc un tableau du Caravage. Et il semblerait que ce tableau soit une esquisse donc préparatoire à ce tableau. Mais ils ne l'ont jamais fait expertiser, pourtant il y a tous les signes. Mais ils le conservent parce que sa fille s'appelle Judith et la jeune femme sur le tableau s'appelle Judith. Jusqu'au jour où, donc on est en plein milieu, je rappelle, hein, à Berlin, dans les années 42, 41, 42, jusqu'au jour où un SS arrive, et c'est un ancien camarade de classe, alors camarade non, camarade de classe, qui n'était pas du tout ami avec Judith, mais qui était plutôt celui qui était rejeté. Et on sent bien que, à la fois, il veut faire payer ces années où on l'a plus ou moins maîtrisé, et il y a un relent de déception amoureuse là-dessous, style c'était peut-être la fille dont tous les garçons rêvaient et que entre le fait qu'il la trouvait peut-être un peu jolie pour lui et que maintenant en plus il la déteste parce qu'elle est juive, il y a, vous savez, ce relent un peu nauséabond. Et donc il va faire un chantage au père en disant moi je veux ces tableaux parce qu'il a d'autres tableaux de maître, hein, dans sa galerie, en échange je ne vous fais rien, je ne vous dénonce pas, je ne dis rien. Mais le père sent pas ce mec, donc il va demander à sa fille de se cacher, il va la faire cacher par des amis chez les autres et va s'instaurer un espèce de rituel entre le père et la fille où elle va se travestir chez ses amis-là pour éviter de se faire repérer en tant que fille, donc elle va se travestir en garçon, déjà pour essayer d'échapper à ce SS, et deux, pour ne pas se faire prendre, voilà. Parce que son père a dit, bien me faire prendre moi, mais toi non.
Et ils vont cacher leurs tableaux dans les combles, dans la cave, etc. Et donc on va suivre cet itinéraire de cette jeune femme qui est quand même assez rebelle, qui ne comprend pas cette histoire, qui veut quand même en découdre tout le temps, qui est d'ailleurs un peu téméraire 2-3 fois, elle est un peu limite. Mais bon, on peut imaginer ça. Et c'est aussi l'histoire de Caravage. Le livre s'ouvre d'ailleurs dans la façon de travailler de Caravage. Sachant qu'il peignait sur modèle vivante, enfin il y avait des gens qui posaient pour lui, très souvent des prostituées, ce qui ne plaisait pas du tout au Vatican. Surtout qu'il était toujours dans des trucs sains, hein, voilà, donc voilà. Des ivrognes, des clochards, etc. Enfin, c'est Caravage, hein. Il n'avait pas une vie monacale, lui. Voilà, il est plutôt dissolu, le gars. Dissolu, oh, funaise. À côté, il y en a certains qui sont décès maintenant. Bref, et donc on va suivre l'évolution sur tout le long de la guerre, et donc on va arriver jusqu'en 45, je vous laisse deviner, où il y a une dénonciation des gens qui ont pillé. Alors, tous les vainqueurs ont pillé, et il y a une dénonciation à la fin qui m'a fait plaisir personnellement, parce que tous les vainqueurs se servent. Voilà. Les vainqueurs d'avant et les vainqueurs du moment présent et d'après. Et là, il dénonce non seulement les exactions qui ont été faites par les Alliés quand ils sont arrivés en Berlin. Alors déjà, les précédents s'étaient servis, mais alors les Alliés et les Soviétiques se sont servis ont eu les mains basses. Hein, voilà. Et le traitement qui a été fait aux femmes allemandes, que ce soit du côté russe ou du côté allié. Hein, ne croyez pas que les Alliés n'ont pas prélevé leur butin de chair et de sang et de viol. Voilà, donc il y a une dénonciation de ça. Je vous laisse ce truc. Moi, j'ai bien aimé. Il n'y a rien de... c'est un petit bouquin, hein, voilà. C'est écrit quand même assez gros, vous voyez. Il n'est pas grand, c'est pas écrit tout petit. Mais c'est très agréable à lire. C'est fouillé. Historiquement, j'ai rien à dire. Ou les 2-3 travers qu'elle a pris, ça ne pose pas autant de problèmes que celui sur Aliénor. Et j'ai bien aimé le traitement qui est fait à la fois de la peinture, de l'art, de la guerre, de tout ce qui peut vous amener à un moment donné en temps de guerre à essayer de sauver ou de vous sauver par rapport à autre chose. Il y a toujours plus ou moins un moyen de pression ou d'échange, mais pas forcément. Voilà. Et donc il y a quand même une course-poursuite à un moment donné. Tout ça dans le monde feutré de l'art qui était quand même très prépondérant dans Berlin avant l'avènement des nazis et même après, puisque c'était quand même une place forte de l'art. Voilà. Donc il y a vraiment des très bonnes choses. Et puis ça vous fera plaisir de peut-être de découvrir l'histoire donc de Judith décapitant Holofrene, qui a un sublime tableau. Voilà. Non, très très beau. Enfin, moi j'adore Caravage. Alors, je suis pas objective avec Caravage. On est bien d'accord. Voilà. Oh, j'aurais adoré rencontrer ce garçon. Oh, les soirées. Alors, commencez pas. Moi j'aurais rêvé faire une soirée avec Toulouse-Lautrec en Moulin Rouge. Vous imaginez bien le... Ok, ça c'est fait. Alors... Autre livre que j'ai lu, qui m'a été offert, et donc je la remercie si elle passe par là, par Coralie, du SWAP, donc, qui a été organisé l'année dernière pour Noël, donc par Séverine. Donc, on ne présente pas Séverine, on a l'habitude. Donc ça s'appelle Ecotopia, Ernest Callenbach, donc c'est chez Folio SF. Alors, c'est un livre dont on m'avait parlé quand j'étais un peu plus jeune, enfin, quand j'étais ado, par un oncle qui l'avait lu et qui avait trouvé ça pas mal foutu et qui m'avait dit ouais, il y a juste un truc qui m'a gêné, mais il faudra que tu le lises, tu me diras. Bon, malheureusement mon oncle n'est plus et donc je l'avais dans ma petite tête et puis bon, je sais pas, vous savez, les années passent, vous avez envie de lire un livre, vous l'avez pas acheté, etc. Et puis quand il y a eu ce swap, je l'ai mis dans ma liste, je me suis dit tiens, je liste, parce que je cherchais des poches, des trucs pas très chers et je me suis dit ah bah tiens, hop, ça serait une bonne idée. Et elle a pioché celui-là, donc je l'ai lu là. Donc c'est un récit utopique hein, qui a été écrit en 1975. Retenez la date, 1975. Il y a 50 ans bientôt. Donc là, on est avec un journaliste, William Weston, qui est envoyé par les États-Unis, donc ils sont en noir là sur la carte,
à Ecotopia, qui en fait rassemble les 3 États de la côte ouest, donc Californie, Oregon et Washington, pour relater. Alors ça fait des années qu'ils ont fait sécession, ça fait des années qu'ils se détestent, en gros, que les États-Unis pensent qu'ils sont retournés au Moyen-Âge, que les autres les prennent pour des pollueurs et des abrutis, parce que Ecotopia a mis en place une économie écologique, égalitaire, complète, mais alors complètement égalitaire, hommes, femmes, enfants, chiens, couvés et poissons. Enfin, tout le monde est égaux. Il y a des communautés participatives. Il y a une présidente qui est une femme. Il y a des sous-commissions locales. Et chacun vit véritablement en harmonie avec la nature. Donc, les maisons sont en bois, il n'y a pas de pétrole, hein, on est bien d'accord. Tout est ou électrique ou beaucoup de gens marchent, il y a beaucoup de marches à pied. Les avions ne sont même pas autorisés à survoler le territoire de Ecotopia. Et donc, lui, il va, en tant que journaliste, il est aguerri quand même, hein, il travaille dans un grand journal à New York, donc il est aguerri, il va passer quelques temps à Ecotopia pour faire des articles sur le système peut-être dénoncer certaines choses, parce qu'il part avec beaucoup de préjugés. Tout le monde pense aux États-Unis que c'est des gueux, donc voilà, et qui sont un peu sexe, drogue et rock'n'roll. Enfin, sans le rock'n'roll d'ailleurs, et qui sont un peu des hippies attardés et qui vivent dans une truc pas possible. Et donc, il y a 2 modes de communication qui nous sont offertes. La première, c'est les articles qu'il écrit dans son journal à New York et son journal de bord. Donc on alterne un article, ses propres réflexions. Et au début, effectivement, on sent, parce qu'il étudie tout le système, c'est-à-dire que des transports à l'éducation, de l'éducation à l'égalité, de l'égalité aux communautés, de l'habitat, de la bouffe, de la pharmacie, de la façon dont... Enfin, tout ce qui constitue en fait un pays, l'économie, la monnaie, les transactions, la façon de gérer l'histoire, de gérer la géographie, de gérer l'écologie, de gérer tout. Voilà. Et au fil de ces articles, on sent que son propos change, que sa vision change. Alors on comprend pourquoi quand on lit, bien sûr, la partie journal entre guillemets de bord et intime, parce qu'il va rencontrer une femme qui s'appelle Marissa, qui, comme toutes les femmes de Ecotopia, sont égalitairement au niveau des hommes et qui sont dans un schéma qui a été depuis des années fait que en fait tous les gens sont libres de leur corps et de leur esprit à la façon dont ils veulent, et que ça a développé un code qui n'est pas compris hors Ecotopia, qui fait que si vous avez envie de coucher avec quelqu'un ou que vous trouvez quelqu'un joli, vous pouvez le lui dire frontalement, et ça engage rien, il n'y a pas de relation de cause à effet, au revoir au matin, bonne année, joyeux Pâques, joyeux Noël, il n'y a pas de sentiments exacerbés, on arrive à mettre de côté ces sentiments, qu'on soit une femme ou un homme. Voilà. Et donc lui, arrive devant cette femme, ce qu'on appellerait libérée, libertine, de son côté, hein, on est bien d'accord. Et elle le met dans le mur, c'est-à-dire que il comprend pas les premières fois, lui il réagit comme un États-Unien, on va dire, ou même comme quelqu'un qui ne connaît pas les codes du pays, et donc il réagit avec ses codes à lui. Voilà. Et donc tout le long du récit, on nous explique la façon de faire des écotopiens ou écotopiennes, et aussi l'évolution que subit William au fil du temps, etc. Donc voilà. Alors c'est un roman très utopique qui, je vous dis, il a 50 ans, enfin il va avoir 50 ans, qui développe des idées où on est carrément les 2 pieds dedans. Voilà. Alors, je dois avouer que c'est utopique. Voilà, il y a des choses qui sont pas mauvaises. D'ailleurs, il faudrait que certains écologistes puissent lire ce genre de trucs. Après, ne prenez pas à la lettre certaines choses, hein. Voilà, il y a des choses qui sont utopiques et qui sont carrément impossibles à appliquer. Vous pouvez vous rouler par terre si vous voulez. Vous n'y arriverez pas. Voilà, ça marche sur 3 états.
où ils sont trop appelés, entendus, en gros, parce qu'il y a un contrôle de natalité, il y a un machin, enfin d'ailleurs il y a la petite qui se baisse, parce que, bon, bref, mais qui ne marche pas au niveau, ou alors qui pourrait marcher, mais ça prend des années, voire des décennies, voilà. Et encore, je suis pas sûre que ça marche. Bon, bref. Mais c'est utopique. Mais c'est quand même bien foutu parce que, avec 50 ans d'avance, il y a des problématiques qui se posent maintenant. Voilà. Et donc, moi, j'ai bien aimé les 95% du roman. Vraiment. Honnêtement, j'ai vraiment bien aimé parce que j'ai trouvé que c'était assez marrant de le voir patauger, pauvre gars, au début avec cette fille et avec cette économie et cette société qu'il connaît pas et de se rendre compte que petit à petit, ah ouais, ah pas con, ça, voilà. Parce qu'il y a eu un dialogue qui se met avec tous ces gens et lui, il dialogue avec tous ces gens et il est ouvert, bah, c'est un journaliste, il est curieux, donc il essaye de rendre au mieux. Voilà, il essaye de rendre au mieux. Alors au début, c'est une copie un peu, je vous dis, à charge. Et puis petit à petit, il se dit, ah ouais, merde, ouais, mais c'est à charge. Mais bon, il faudrait quand même que je comprenne, quoi, et que j'explique pourquoi, etc. Le seul truc qui m'a un brin gêné, c'est à la fin, c'est que ce côté où on peut pas s'empêcher, même dans un roman utopique ou un roman de science-fiction, de nous foutre un amour toujours. L'amour gagne tout, vous savez, voilà. C'est l'amour qui gagne à la fin, machin. Ouais, des fois, c'est. En plus, on le sent venir. Donc, on se dit, tout le long, on se dit, ouais, mais c'est bon, quoi. On sait comment il va finir. Et ça, c'est. Ça, c'est. J'aurais préféré qu'elle lui mette une claque dans la gueule. Non, mais sérieux, j'aurais préféré qu'elle le raccompagne à la frontière en lui disant, ouais, casse-toi. Comme dirait le film, casse-toi, tu pues et marche à l'ombre. Enfin, marche ailleurs, quoi, si tu veux. Mais. Ou qu'elle s'en foute en fait, ou que lui s'en foute, voilà, parce qu'il a une famille hein, aux États-Unis avec des enfants, etc. Donc, mais ce côté, ouais, mais l'amour à la fin, c'est beau, c'est l'idéal, machin. Pour un truc utopique, moi je me dis merde, c'est pas du tout ça. Voilà. Alors c'est le seul truc qui m'a gêné. On est bien d'accord que voilà. Mais tout le reste, c'est un roman très agréable, c'est bien écrit, c'est bien foutu, on y croit, on se projette assez bien dans cette société. Il y a à charge aussi sur les États-Unis de l'époque, hein, donc il y a quand même des pics, hein, je rappelle que c'est 75, donc il y a quand même des pipiques, hein, oh là il y a des pipiques. Voilà, il y a des pipiques sur le système de mondial, de style, ouais on est les plus forts, on est les cow-boys du mondial. Il y a des pics de partout. Il y a même des pics à la société américaine, où la société écotopienne a pris le contre-pied et s'aperçoit que c'est de la grosse daube aussi, voilà, donc... Voilà. Mais c'est vraiment bien foutu. Donc, Ecotopia, Ernest Callenbach, après, je vous dis, c'est pas le roman du siècle. Hein. Calmez-vous. Ça sera pas, il sera pas dans mes coups de cœur. Hein, voilà. Contrairement à celui qui arrive. Voilà. Mais c'est un bon roman. Je me suis agréable. Alors, je sais qu'il y en a aucun, là, pour l'instant, qui est dans les coups de cœur. Le coup de cœur arrive. Voilà. C'est un mini coup de cœur. Et, alors, il était un mini coup de cœur quand je l'ai fini. Mais vous savez, c'est ce genre de roman... un peu comme Lila Rouge là que j'avais lu, où quand vous le finissez, vous dites ouais c'est un coup de cœur, et puis mais vous savez pas dans à quel niveau vous allez le mettre dans les coups de cœur, parce que moi généralement je fais un top 15, généralement entre 10 et 15, ça dépend des années, et vous savez pas à quel niveau vous allez le mettre. Je suis encore en part pour aller avec moi-même, donc il est dans les tops, il sera dans les tops, mais là ou là, oula. Pour vous dire, c'est ce genre de roman que vous savez pas où vous... Ça s'appelle Les Silences de Luca Brunoni, donc c'est chez Finitude Édition. Alors, c'est un roman, tout ce qu'il y a de plus simple. Ah oui, alors si je vous dis ça, vous allez me dire, mais de quoi elle parle? Alors, on est en Suisse, dans les années, ce qu'on imagine 50-60. Dans un petit village de montagne, et va arriver une jeune fille qui s'appelle Ida, qui a 13 ans, qui est placée là parce que elle est orpheline depuis peu. Et il y a un système en Suisse qui a été malheureusement mis en place pour récupérer les gosses perdus, que ce soit les orphelins ou autres, hein, tous les gosses qui étaient dans les instituts, pour les placer chez des fermiers ou dans des endroits où il fallait qu'ils travaillent. Et en fait, en gros, c'était de la chair à travailler
pour rien. Et où ils ont vécu dans des conditions assez effroyables. Si ça faisait pas affaire, parce qu'ils travaillaient mal, parce que les gens qui les avaient pris ne les aimaient pas, qui courbaient pas les chines, il fallait fermer ça, voilà, ferme ta mouille, tu t'en prends une mais tu la fermes, et en plus tu travailles comme un bœuf. Si ça allait pas, on les remettait dans l'institut. Et on comprend bien en filigrane du roman au début que l'institut, c'est l'endroit où vous n'avez pas du tout envie d'aller. Parce que visiblement, les sévices sont autant physiques que sexuels, et voire, on va dire aussi qu'on les fait crever de faim. Voilà. Donc Ida, quand elle débarque là, son tuteur lui explique bien qu'il faut qu'elle courbe les chines, qu'elle se taise. Elle arrive dans une ferme avec un couple de fermiers, dans ce petit village où on sent bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a plusieurs personnages qu'on croise, où on sent qu'il y a une tension qui s'est faite. Il y a quelqu'un qui est parti, qui a laissé sa femme et sa fille seules. Voilà, il y a plusieurs personnages comme ça, dont le personnage du maire avec ses deux fils qui essaie plus ou moins de maintenir le truc comme il peut. Et donc là, il y a deux parties dans ce roman. La première partie, c'est Ida qui nous explique ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent, son adaptation plus ou moins difficile, parce que la fermière est particulièrement bien bizarre. Et dès que le mari a les dos tournés, elle trouve une occasion pour lui taper dessus, ou pour lui faire manger rien du tout. Et lui, il a un regard quand même particulièrement pervers envers cette jeune fille, qui commence à avoir des rondeurs de femme. Et donc, il dit, bon, tu sais, la promiscuité dans une maison, t'as qu'à te baigner nu devant moi, ça me gêne pas. Oui, t'as raison, j'attends. Mais elle est là, elle a toujours les images, enfin le truc de se dire, ouais, mais si je dis quelque chose, on va me renvoyer. Donc elle ne dit rien, elle courbe les chines, et elle va rencontrer un des fils du maire, le fils cadet du maire, Noah, qui lui ne pense qu'à se casser de cet endroit. Et donc quand il va voir qu'elle se fait maltraiter, physiquement par les coups, etc. Il va lui dire, ben voilà, moi je veux me casser, donc tu sais quoi, lui il a un an de plus qu'elle, on va se casser, voilà, on va se casser ensemble, comme ça, ça va le faire. Et donc, on voit l'évolution de leur amitié, mais quand ils sont ensemble, ou quand ils sont pas ensemble, à côté il se passe des trucs, et on se doute bien que le meilleur ami de Noah, il y a quelque chose qui va pas, que son frère, il cache un truc, que le maire... Il y a quelque chose, que le fermier, il s'en va pour travailler, et il y a quand même il y a des non-dits dans ce village, il y a des choses qui vont pas. Il y a un pasteur qui part de la boulette, et voilà, on sent qu'il y a un truc malsain là-dedans. Et la deuxième partie, c'est tous les personnages que Ida a croisés, qu'elle nous a présentés selon sa version, nous donnent leur version. On sait qui est parti, pourquoi il est parti, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe entre le frère de Noah et une autre personne, qu'est-ce qu'il reproche, qu'est-ce que Noah reproche à son frère et vice-versa, ce que le fermier reproche, ce que la fermière porte en elle, qui la rend si abominablement aigrie. Et alors il y a le deux clous final qui vous enfonce les clous, alors soit dans le cœur, soit dans le cercueil, comme vous voulez, où vous en prenez une, mais alors il y a une première planche qui vous en prend une, et puis vous prenez la deuxième, c'est le double effet qui se coule, voilà, mais vraiment, et vous arrivez à la fin, et vous... voilà, je tournais à la dernière page, je fais voilà, donc c'est pour ça que je vous dis c'est un coup de cœur, parce que je m'attendais à tout, y compris un peu à ça, mais il y a un truc que j'ai pas vu venir, et je m'en suis pris une, parce que même si je sentais qu'il y avait quelque chose, je me suis dit si, voilà, donc j'ai été émue, voilà, c'est un roman qui est attachant, l'écriture est simple, c'est agréable, mais c'est à la fois puissant parce que ça monte crescendo,
et très attachant. Et en fait, ça nous fait penser de savoir quel est le prix de notre liberté. Quel est le prix qu'on attache au fait qu'on pourrait partir. Est-ce qu'on partirait? Est-ce qu'on n'est pas véritablement attaché à quelque chose ou à quelqu'un à un moment donné en se disant ah, putain, est-ce que je peux partir, lâcher tout, balancer? Et quel est vraiment le prix que l'on accorde à notre vie, à nous, notre liberté et notre espace. Et c'est à la fois sombre et intense, c'est étouffant parfois, surtout dans la deuxième partie, on sent que, voilà, même s'il y a des... Tout nous est révélé, mais on le prend quand même. Et puis ça fait réfléchir, parce qu'on se demande qu'on ferait à la place des protagonistes, tous, plus ou moins. Voilà. Donc vraiment c'est un très très bon roman. Je vous dis c'est un mini coup de cœur qui est un coup de cœur qui va être dans les coups de cœur de l'année. Parce que on s'attache à un personnage, bon, il y a Ida au début, mais il n'y a pas qu'elle. Et on peut s'attacher à des personnages qui, même s'ils nous semblent pas particulièrement agréables du point de vue d'Ida, quand ils se révèlent être à nous dire qui ils sont vraiment ou ce qu'ils ont reçu, eu, subi, etc., on les voit différemment. Et donc, c'est ce que j'ai aimé dans ce roman. Donc, ça s'appelle Les Silences. Donc, la preuve qu'il faut pas laisser des non-dits. Voilà. Généralement, il vaut mieux dire à quelqu'un, c'est... Enfin, non. Si vous êtes proche de quelqu'un et que vous voulez lui dire quelque chose, il faut le lui dire. Voilà. Après, il y a le truc de est-ce qu'on peut blesser quelqu'un volontairement pour se faire du bien ou non? Non, ça non. Voilà. Mais là, il y a des choses qui, sous prétexte qu'il ne faut pas dire pour pas se faire mal voir ou autre, font que le non-dit va sur le non-dit, va sur le non-dit, va sur le non-dit, va sur le non-dit, et vous vous retrouvez à avoir des couches empilées, voilà, de silence. Donc Les Silences, Luca Brunoni, donc c'est un auteur suisse, hein, si je ne m'abuse. Voilà, et évidemment comme son nom l'indique, c'est un Suisse côté italien, voilà, mais qui, je sais pas si il est suisse, mais il travaille, enfin, il vit en Suisse, hein, voilà. Voilà, donc c'est chez Finitude. Et le dernier, donc je mettrai la vignette quelque part, oula, 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 sûrement là, sûrement. Toujours sur Liverpool, là, c'est une obsession. Peut-être que je le mettrai sur Bourriquet. Je sais pas, je me mets au milieu, je verrai. Ça s'appelle Les Frères K, donc de David James Duncan. Donc c'est chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Je devais le recevoir en papier, en SP. Puisque ça m'avait été proposé, j'avais accepté parce que l'histoire me plaisait beaucoup. Le souci, c'est que nos amis de la Poste et sûrement des centres de tri, avec leur grève à répétition, le livre n'est jamais arrivé. Et comme je voulais le lire, donc j'avais fini Les Silences assez tôt au milieu de la semaine dernière, ça me gonflait, donc je voulais pas l'acheter en papier parce que je me suis dit, avec la chance que j'ai, je l'achète en papier et puis il va arriver le lendemain. Et puis bon, voilà, c'est quand même le mois était en budgété, donc côté livre, donc j'avais pas envie de rajouter un truc. Et j'avais pas envie d'aller chercher un autre livre parce que je voulais lire celui-là. Donc j'ai eu la chance par une connaissance qui avait un bon pour acheter un livre numérique, donc de l'avoir acheté en numérique. Voilà, alors je l'ai récupéré. Le problème, c'est que je n'ai pas de liseuse. Comme vous savez, je ne veux pas de liseuse pour l'instant. Peut-être qu'un jour, la vieillesse aidant, oui. Et l'arthrose aidant, oui. Mais pour l'instant, non. Donc j'ai mon pote qui m'a fait installer un logiciel sur ma tablette qui fait office de... Voilà, liseuse. Ça fait pas du tout liseuse, hein, mais ça a le goût de la liseuse. Vous savez, c'était comme le... C'était quoi le... C'était... ça a le goût voilà. Ça a un goût de liseuse, mais c'est pas une liseuse. Et donc, je l'ai lu sur cette tablette. Alors, je n'aime pas lire en numérique. Hein. Voilà. J'ai essayé un autre livre à un moment donné l'année dernière. J'en ai pas parlé en audio. J'ai du mal. Je sais très bien que c'est très bien pour les gens qui ne peuvent pas lire, qui ne... Ah, on est bien d'accord, c'est pas ça. C'est que moi, ça me gêne parce que moi, je suis une visuelle. Et donc, et puis peut-être parce que je suis auteur aussi. J'aime imaginer. J'aime imaginer les gens, j'aime imaginer les voix, j'aime imaginer les paysages, même si ce qu'on me décrit est bien explicite ou pas. Voilà.
Et l'audio me pose un problème parce que c'est la voix de la personne qui lit, c'est l'intonation de la personne qui lit qui m'impose ce qu'il faut que j'entende ou pas, les descriptions, les machins, les bruits, les trucs, et ça me gêne. Voilà, donc audio c'était hors de question, surtout pas sur une base de plus de 800 pages. Voilà, alors je le dis textuellement, pour l'instant, lire sur liseuse, même si vous allez me dire, ouais, mais la liseuse c'est plus confortable, lire en numérique, ça me pose un problème, surtout sur 800 pages. Voilà. Donc j'ai mis 2 fois plus de temps, parce que je pense que les 800 pages, je les aurais, tellement il est bien ce livre, je les aurais assez rapidement mangés, surtout que le week-end, j'avais particulièrement du temps de lire, parce que comme d'habitude avec le changement d'heure, voilà, moi, au changement d'heure, je me lève à la même heure. Hein, donc, en gros, je me suis levée d'une part plutôt. Voilà. Donc, au lieu de me lever à 5 heures, comme tous les dimanches, à peu près 4h30, 5 heures, de toute façon, je me lève toujours à la même heure. Bon, ben là, mon horloge biologique a fait que j'ai été réveillée bien avant. J'étais réveillée à 3 heures du matin. Voilà. Donc, j'avais beaucoup de temps pour lire. Et je pense que je l'aurais bouffé en 3 jours, 3 jours et demi. Là, j'ai tiré 6 jours. Voilà. Je peux vous assurer que c'est très chiant. Alors déjà, en plus, j'étais obligée d'emmener ma tablette avec moi pour lire dans le bus et tout. Et c'est pas pratique. Alors, je sais, liseuse, c'est plus petit, mais elle est pas grande, ma tablette. Hein, voilà. Mais c'est pas. Hein, voilà, c'est une tablette normale, quoi. Mais voilà, c'était chiant. Alors, on est dans avec la famille Chance, qu'on va suivre entre 1956 et 1975, donc américaine. Il faut savoir, attention dans ce roman, que la famille a 2 passions. La mère est passionnée, est une fan de la religion, vraiment. C'est vraiment l'ancrage de sa famille du côté maman. Et côté papa, il aurait dû être pro, mais bon, il y a eu un truc, il n'est pas passé pro, c'est le baseball. Si vous ne savez rien sur le baseball, vous allez apprendre tout. Parce qu'il y a des descriptions absolument, il y a des analogies avec le baseball tout le temps. Il y a des rapports. En fait, ils ont des références à la religion au baseball tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des fois 2-3 pages sur le baseball, etc. Alors, si vous ne connaissez pas, si vous avez déjà une fois vu quelque chose et que ça vous gave, sachez, avant de vous avancer dans les frères K, que la religion et le baseball tiennent une place prépondérante dans la famille. Voilà. Et dans le livre, sur 800 pages. Hein. Voilà. Alors, c'est un roman qui, honnêtement, valait le fait que je me casse les yeux sur la tablette, parce qu'on suit cette famille, donc avec ses frères et sœurs et les parents, sur presque 20 ans, donc de l'histoire des États-Unis, du contemporain. Donc on parle du Canada, on parle de tout ce qui s'est passé, y compris du Vietnam, hein, puisque c'est en plein dedans à la fin. Et ça nous est conté de la perspective d'un des enfants qui s'appelle Kincaid, et qui nous explique sa famille, les distensions, les passions, les disputes, les réconciliations, mais surtout il y a une chose qui est importante chez eux, alors outre la religion et le baseball, on est bien d'accord, c'est surtout l'unité de la famille. La famille est plus forte que tout, et cette petite histoire de famille se mêle dans la grande histoire, mais il y a une chose qui est primordiale chez eux, c'est l'amour familial. Voilà, ils peuvent se disputer comme des chiens, partir à droite, à gauche, se dire bon finalement je me casse, machin, mais il reste un fil rouge dans cette famille, c'est l'amour et la famille, le respect de la famille. Et donc vous avez tout un déroulement sur 800 et quelques pages, je crois que 830, de cette famille au long cours, sur 2 décennies, sur ce qui peut arriver de petit comme de grand, de petits moments volés à des moments plus grandioses, des distensions,
des petites choses qui arrivent bah, dans la vie normale, voilà, d'une famille qui va subir les événements extérieurs et qui va pas forcément être d'accord sur tout. Voilà. Alors c'est un très joli roman, très très agréable à lire, très très touchant par moment. Alors il y a quelques petites longueurs ça et là. Moi le côté religion et baseball ne m'a pas du tout gêné. Pour la bonne simple raison que baseball, enfin la religion qui est expliquée là, bah, je connais quelqu'un, donc du coup bah, j'avais un peu entendu parler de certaines choses, et que le baseball, mes potes ont essayé de me faire comprendre 2-3 fois, je suis allée voir un match, et j'ai toujours, il y a des jours, des trucs qui sont très obscurs pour moi, mais ça me gênait pas. Voilà, donc c'est pas ce qu'imaginez. Par contre, faites attention parce que si vous voulez vous y aventurer, vous avez quand même des longueurs de pages, enfin des pages et des pages sur ça. Ça peut être rebutant pour les gens qui ne veulent pas savoir, qui ne connaissent pas, qui dès le début prennent ça en grippe. Ça peut paraître long, ça risque de vous faire sauter des passages et des pages entières parce que vous allez vous dire non, non, mais c'est pas possible, on va pas s'en sortir. Voilà. Moi, j'en ai parlé à quelqu'un qui l'avait lu, qui m'a dit, moi j'ai adoré, mais par contre j'ai lu en diagonale tous les trucs sur le baseball. Donc effectivement ça peut être un handicap. Moi ça l'a pas été, mais je vous dis j'ai bien aimé. Le seul truc c'est que ça m'a épuisé. J'ai trouvé ça laborieux à lire. Alors pas du roman, hein, on est bien d'accord, le roman est très très bien, mais j'ai trouvé ça, c'est la façon de lire, moi, que j'ai trouvé laborieuse. Voilà. C'était, pour moi, c'est un calvaire de lire en numérique pour l'instant. Donc voilà. Donc j'ai de regrets là de ne pas l'avoir lu entre les papates. Donc je vous remercie quand même l'éditeur Monsieur Toussaint Louverture qui avait gentiment envoyé le truc, hein. Donc quelqu'un est sûrement en train de le lire quelque part grâce à nous. Oui, parce que c'est pas resté sur un chariot élévateur, on est bien d'accord, hein, voilà. Mais franchement c'est dommage. Je pense que j'aurais grandement peut-être plus apprécié ma lecture si je l'avais lu en papier. Honnêtement, je suis en train de me dire que si je l'avais lu en papier, je pense qu'il aurait été même peut-être dans les tout meilleurs de l'année. Mais là, ouais, il m'a manqué quelque chose. Alors c'est vrai qu'il y a quand même quelques longueurs sur les 830 pages, il y a quand même bien 200 pages que j'aurais coupées. Enfin, en tous les cas que moi, je trouvais pas... C'est pas que c'est pas nécessaire, ni superflu, c'est juste que... Voilà, ça peut paraître de l'enrobage. Après, j'ai bien aimé, hein, je vous ai dit. Mais ça pouvait être raccourci. Après, est-ce que le fait de raccourcir aurait gardé l'intensité de ce récit? Pas dit. Voilà. Donc, c'est quelque chose que je ne peux pas juger sur le numérique. Parce que revenir en arrière, c'est trop chiant. Alors que sur le papier, moi, très souvent, alors je ne mets pas les post-it, machin, c'est pas... Vous voyez que je ne mets pas de... Voilà. Mais quand il y a quelque chose qui va, je garde la page en tête, je me rappelle de la page et donc je retourne à la page en me disant ah merde, ouais, ah non, merde, j'ai loupé ça. Ou j'ai vu ça, ah ouais, mais non, ça c'était bien. Voilà. Et chose que je peux pas faire en numérique parce que j'avais beau me rappeler des pages, c'était le bordel. Je revenais en tournant, hop, je me retrouvais en haut, en bas, il fallait que je quiz avec les deux doigts pour des. Oh mon dieu, quelle horreur! Voilà. Alors je sais que sur les yeux c'est mieux, etc. Mais non, laissez tomber avec ça. Voilà. Donc ça c'était les frères K. Donc très bon livre. Je vous dis une fratrie, famille, histoire de famille, dans la grande histoire entre 56 et donc 75. Donc très agréable. Chance. Ils n'ont pas de chance, hein. Faut dire que c'est... Voilà. Mais on va pas épiloguer sur chance, ce que ça veut dire en anglais. Bon, bref. Ouais, vous avez qu'à aller voir le diction. Voilà. Ensuite, avant, j'ai lu Les Silences de Brunoni, donc c'est un coup de cœur. On va le laisser là. Ecotopia de Ernest Callenbach. Mortel Caravage, donc de René Bonneau. Donc, Aquitania, ça va. de Eva Garcia Sánchez de Uturi. Voilà, c'est pas fifou. Et donc, Le Pavillon Rouge de Sam Island, 4e tome, donc de l'inspecteur Pekala, des aventures de l'inspecteur Pekala. Donc, tout ça, c'est donc lu et avec la vignette qui est à côté, donc ça sera définitivement sur Liverpool. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça va encore durer 3 heures, hein, évidemment.
Je me suis encore emballée sur Aliénor, mais bon, comme d'habitude. La prochaine vidéo, bah, c'est forcément le book haul, où il y aura que des vignettes, parce que bah, je vous explique pourquoi je vais étaler les achats. Ensuite, il y aura sûrement un tag, parce que j'ai repéré un tag qui m'intéressait. En ce moment, je suis très tag dans le blog de Lisa. Et puis, alors je signale juste que dimanche, ce dimanche qui vient, avant donc le book haul pile à lire qui sera donc mercredi 5, si je ne m'abuse, avril. Je ne sais pas à quelle heure je vais le programmer. J'ai arrangé un podcast en vidéo sur 9 écrivaines qui étaient quasiment oubliées ou qui étaient en passe d'être quasiment oubliées. J'en ai parlé sur Insta, j'avais fait un sondage et j'ai été très étonnée parce que pratiquement 95% des personnes n'avaient pratiquement jamais entendu parler d'elle. Ou les personnes qui en avaient entendu parler, au moins de quelques-unes, ne les avaient pas lues. Donc j'ai fait un podcast sur ces femmes en expliquant plus ou moins qui elles étaient. Donc je mettrai le podcast le 11 avril parce que ça commémore quelque chose pour moi. Mais je l'ai fait en vidéo, du coup, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne regardent que les vidéos et d'autres qui écoutent que les podcasts et qui font pas les deux. Donc ça serait dommage de vous priver du podcast sur ces femmes sur la chaîne. Voilà. Donc vous avez le droit d'écouter les deux hein, si vous voulez, voilà, mais ça peut faire. Donc les vidéos, les podcasts thématiques que je ferai, il y en a un autre qui sera sur les reines de France et l'autre sur Merlin, qui arriveront là. Il y en aura un sur Solzhenitsyn et sur l'archipel du Goulag, etc. Et vraisemblablement, il y en aura un autre, d'autres. Voilà, je les mettrai à la fois sur le podcast, mais je me débrouillerai pour les monter en vidéo. Alors il n'y aura que le son, hein, il n'y aura pas Lisa. On s'en fout d'ailleurs de Lisa. J'ai mis des photos, ou j'ai mis des gravures, ou des images, machin, libres de droit bien sûr, qui sont dans les catalogues, pour que vous puissiez écouter, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent les vidéos, qui ne regardent pas forcément la tranche de la personne, donc vous écoutez. C'est comme un podcast. Voilà, mais animé quand il y a Lisa. Et là, ça sera pas animé. S'il y a des photos des dames en question. Mais parce que là, il vaut mieux mettre la dame, pas moi. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Bon, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Là, je vais la monter, enfin, je vais mettre la vignette là. Donc ça va encore m'énerver parce qu'à chaque fois je sais pas comment le faire, je mets le truc, ça scène, j'arrive pas à le faire, je m'énerve, ça va me prendre 1 heure et donc du coup vu l'heure qui tourne et que Hux est en train de me regarder en mode j'ai faim maman, j'ai faim. Voilà, hein Loulou, tu as faim mon amour? Oui, je crois que c'était un oui maman. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien. Prochain rendez-vous, donc cette vidéo podcast et surtout la pile à lire d'avril la semaine prochaine. Donc, et puis comme j'ai fini ce soir, je vais m'accorder 2 jours de non-lecture parce que j'ai des choses à lire de magazines. Voilà, donc je lirai, hein, je lis des magazines ou des trucs, mais je commencerai mon premier livre. Je pense vendredi ou samedi. Ça dépendra. Vendredi peut-être. Tiens, la veille du 1er avril. Mon Dieu, c'est le 1er avril. Pourvu que j'ai pas de poisson dans le dos. Seigneur.